Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous et merci de partager l'instant joyeux, le professeur Henri Joyeux sur les canapés d'ABC. Professeur, rebonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Bon, on va peut-être débattre d'un sujet, enfin débattre, explorer un sujet qui ne vous concerne pas nécessairement. J'ai pas l'impression que vous ayez eu l'occasion dans votre vie soit de faire des régimes, soit des jeûnes ou des choses comme ça. Vous en faites? Jeûne, oui, Des jeûnes, oui. on va en parler. On va en parler justement. Régime, Les alors, régimes, je vous non? dis tout de suite, je supporte pas le mot. Bon. Parce que quand vous donnez à la faculté, Ouais. qu'est-ce qu'on apprend aux étudiants? Le régime du diabétique, le régime de l'hypertendu, le régime du goutteux, le régime. Le patient, vous lui donnez une feuille, tout ça, il vient vous voir un mois après, docteur, votre régime, non, c'est pas possible. Donnez-moi une pilule, voilà, et ça suffira. Voilà. Mais votre régime, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le mot régime, c'est ceinture. Ça veut dire, je ne peux plus manger ceci, je ne peux plus manger cela, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Donc c'est une analyse en réalité qu'il faut faire de qu'est-ce que vous mangez, comment vous mangez, à quelle heure vous mangez, et puis quel est le résultat de votre nutrition. Est-ce que vous vous retrouvez en surpoids? Est-ce qu'au contraire, vous êtes tellement maigre que vous voulez grossir? On voit des gens aujourd'hui qui vous disent, j'arrive pas à grossir. Puis d'autres qui disent, moi, j'arrive pas à maigrir. Ouais, ça Voilà. c'est vraiment l'injustice terrible hein, de notre. Oui, Ça eh c'est oui. terrible. Vous avez des gens qui passent devant une boulangerie qui prennent 3 kilos. Hein. Euh, Voilà. Alors on va parler des jeunes, on va parler bien sûr des régimes. On a souvent parlé dans vos émissions de l'aspect marketing oui. et de la communication qu'il y avait autour de ces différentes thématiques de santé. S'il y a bien un sujet où le marketing est quand même omniprésent, c'est bien sur les régimes et le jeûne. C'est exact. Mais est-ce que vraiment on a besoin de marketing pour se dire je ne vais pas bien, je suis en train de me tuer à petit feu parce que j'ai une alimentation dont le résultat est catastrophique? Ça veut dire, on peut dire anorexie mentale d'un côté et de l'autre côté hyperphagie, je mange trop et je me retrouve avec un surpoids qui m'inquiète. Bon. Pas simplement pour parler que de l'esthétique, mais ça m'inquiète. D'autant plus que je suis obligé d'aller voir le cardiologue, j'ai de l'hypertension, il m'a fait une prise de sang, il me dit que je suis prédiabétique ou que je suis diabétique, il va falloir que je prenne des cachetons tous les jours, etc. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une société où il y a une prise de conscience sur le fait que nous sommes en surnutrition. Après la guerre, ou au moment de la guerre, c'était la dénutrition. Nous sommes passés dans la malnutrition qui est une sur. Bon, la malnutrition peut être dénutrition, il en manque, ou au contraire, nous sommes dans la surnutrition. Et quand vous regardez par exemple aux États-Unis, c'est une catastrophe absolue. Ouais. Ils ont un taux de surpoids et d'obésité qui est catastrophique, qui est lié à quoi? Effectivement, une publicité qui pousse les gens à consommer du sucré. Et nous allons voir que le problème, c'est le sucre. Et donc, dans le cadre du jeûne, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réduire le sucre ou de le supprimer. Mais il faut d'abord expliquer un petit peu aux gens les métabolismes. Parce qu'à partir du moment où vous voulez jeûner, vous avez raison, mais il faut que vous compreniez ce qui se passe dans votre corps à partir du moment où vous allez jeûner et avant d'avoir jeûné. Dans notre alimentation, nous prenons des choses sucrées, on les appelle les glucides. On prend des choses qui sont des protéines pour faire du muscle et du tendon. Et puis, on prend une alimentation avec du gras animal et du gras végétal. Et qui est nécessaire. Tout ça est nécessaire. Et puis, des minéraux, de l'eau, du calcium, du potassium, du magnésium, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons des réserves dans notre corps. Quand quelqu'un est fort, on dit « Oh, monsieur, vous avez des réserves fantastiques » et on peut même arriver à se moquer de lui, ce qui n'est pas une bonne chose. Quelles sont les réserves? Nous avons des réserves en sucre et des réserves en gras. Ah, où sont mes réserves en sucre? Elles sont dans mon foie et dans mes muscles. Mais j'ai des réserves en sucre pour combien de temps, docteur? Une semaine. Ah bon? Aujourd'hui, nous sommes jeudi, j'ai des réserves en sucre jusqu'à jeudi prochain. Oui, vous pouvez ne pas manger du tout de sucre pendant une semaine, non problème. Sans être en carence. Vous allez consommer, sauf si demain vous faites un marathon. Oui, bien sûr. Alors là, vous n'allez pas arriver au marathon. Hein. Ouais. Bon. Mais vous n'aurez aucune carence si pendant une semaine, vous arrêtez tous les sucres. Pourquoi? Parce que le sucre est en réserve dans votre foie et votre foie, très sympathiquement, va libérer ce dont votre cerveau a besoin
Vos muscles vont libérer ce dont vos muscles ont besoin pour se bouger, pour aller au travail, etc., pour y aller en vélo et pas en trottinette. Attention, la trottinette, il faut l'arrêter. Bon, donc là, c'est clair, vous avez une semaine. Retenez bien ça, vous avez une semaine de sucre qui est stocké, vous l'avez en stock dans votre foie et dans vos muscles. Bien. Alors, au bout d'une semaine, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous allez aller pomper sur d'autres réserves. Quelles sont ces autres réserves? C'est le gras. Ce gras, nous l'avons sous la peau. Alors, il y a des peaux épaisses, il y en a beaucoup, et puis il y a des peaux qui ne sont pas épaisses, où il y en a moins. Mais si vous n'avez pas beaucoup de réserves sous la peau, vous en avez dans la cavité abdominale. Nous avons un tablier graisseux qu'on appelle épiplome, peu importe le nom. Et les vétérinaires le savent quand on va ouvrir un animal pour en faire ce qu'il faut avec de la viande que nous allons consommer. Et donc, nous avons de la réserve viscérale dans les viscères avec du gras. Ce gras, nous en avons à peu près pour 130 jours de réserve quand nous sommes adultes. Vous entendez? 130 jours de réserve. Ça veut dire que 7 jours pour le sucre, 130 jours pour le gras. Voilà. Si vous êtes Monsieur Gandhi et que vous avez décidé, pour des raisons qui sont les vôtres, de faire une grève de la faim, moi je dirais que je vous commençais à m'intéresser à 60 jours. Ça veut dire que en 60 jours, 2 mois, donc vous allez boire, mais ne point manger. Donc au bout de 60 jours, c'est sûr que vous allez avoir de 0 réserve en sucre et vous allez avoir vos réserves en gras qui vont se réduire au minimum de moitié. Mais comment vous allez faire fonctionner vos muscles, comment vous allez faire fonctionner votre cerveau s'il n'y a plus de sucre? Est-ce que le gras se transforme en sucre? Non. Le sucre est capable de se transformer en gras, on va y revenir, mais le gras ne se transforme pas en sucre. Le gras se transforme en corps cétonique. Et là, cétonique, les gens, ça résonne en eux, régime cétonique. Docteur, je veux faire un régime cétonique. Ça veut dire quoi? Je veux supprimer de mon alimentation tous les sucres. Quel sucre, madame? Quel sucre, monsieur? Ah ben, je ne vais plus sucrer mon café, mon chocolat, etc. Et je ne vais plus prendre de compote, je ne vais plus prendre de lactose, de produits laitiers, et je ne vais plus prendre du tout de sucre. Ok? Vous avez une semaine de réserve de sucre. Après, vous allez pomper sur votre réserve en gras, on va les évaluer, on peut les évaluer, et vous allez former des corps cétoniques. Alors ces corps cétoniques, il y en a 3, on ne va pas rentrer dans le détail de la chimie, ce n'est pas intéressant. Mais ce qui est certain, c'est que ce corps cétonique, votre cerveau va les utiliser. Vos neurones, ils n'ont pas de sucre, mais ils vont prendre une alternative que vous lui envoyez. Mais attention, parce que si vous continuez avec des corps cétoniques, vos neurones, au bout d'un certain temps, ils vont dire « Oh, je manque de sucre, je manque de la bonne énergie. » Vous allez avoir une haleine cétonique. Haleine. Pas très sympa pour le voisin. D'accord? Vous allez avoir des sortes, pas de complications, il ne faut pas exagérer, mais ce que l'on voit dans les complications du diabète qu'on appelle le coma cétoacidosique. Céto, c'est cétone. Cétone, c'est corps cétonique. Alors attention, vous n'allez pas rentrer dans le coma. Mais cette mode de régime cétonique, pour moi, elle est abusive. Alors, on la voit dans le cancer. Parce que je suis cancérologue. Et dans le cancer, on vous dit, ah ben, il ne faut surtout pas nourrir vos cellules cancéreuses parce qu'elles aiment le sucre. C'est exact. Et quel sucre elles aiment? Elles aiment le mauvais sucre. Elles aiment le sucre industriel. C'est-à-dire le sucre que vous mettez dans votre café et aussi tous ces sucres cachés que vous avez dans du riz blanc, que vous avez dans du pain blanc, que vous avez dans des patates trop cuites, des carottes trop cuites. Parce que quand vous faites trop cuire, vous allez apporter du sucre qui est du sucre simple. Et donc, vous allez consommer ce sucre. Et ce sucre, vous allez le transformer en gras. Écoutez bien. 1 gramme de sucre, 4 calories. 2 grammes, 8 calories. Si vous avez 8 calories, vous en ajoutez une petite qui circule dans votre corps parce que vous vous alimentez, que vous prenez des calories. Ça fait 9. 9 calories, c'est 1 gramme de gras. Alors comment se fait-il qu'avec 2 grammes de sucre, pratiquement 8 calories plus 1, 9, je transforme 1 gramme de gras. Avec 2 grammes, je transforme 1 gramme. Comment ça se fait? Ce sont les oies, les foies gras. Et aujourd'hui, il y a cette maladie qu'on appelle NASH. NASH, madame, vous avez une NASH. Le docteur, c'est quoi? S'il veut parler français, il dit, madame, vous avez le foie gras.
Ah oui, mais docteur, je ne suis pas une oie. Non, vous n'êtes pas une oie, je suis d'accord, mais vous vous gavez comme les oies. Vous buvez trop de Coca-Cola, vous buvez trop de Red Bull, buvez trop de soda. Tout ça, vous allez me le virer. Vous prenez trop de confiture sur la tartine, vous prenez trop de yaourt, vous prenez trop de produits laitiers, etc. Il faut réduire, madame, il faut réduire. Et puis, il faut une activité physique, il faut le brûler, tout ce que vous consommez. Donc, retenons bien une chose, c'est que le gras ne se transforme pas en sucre, mais en corps cétonique. Que le corps cétonique, le cerveau va s'en servir, ok, un certain temps, et pour bout d'un certain temps, il va vous dire ras-le-bol, vous aurez mal à la tête et vous ne serez pas très bien, plus l'haleine dont je vous parlais. Par contre, le sucre, lui, il se transforme en gras. Et vous avez une insulinorésistance. Qu'est-ce que c'est? L'insuline, c'est une hormone qui vient du pancréas, qui est magnifique parce que le pancréas, il régule votre taux du sucre dans le sang à 1 gramme, pas de sucre, de glucose dans le sang, à 1 gramme par litre de sang. D'accord? 1 gramme par litre de sang. Quand vous montez au-dessus d'1 gramme, vous rentrez dans un état prédiabétique. Sauf que vous ne pouvez ne pas avoir de diabète, mais si je vous fais manger là 100 grammes de sucre tout de suite, dans 1 heure, vous aurez un taux de sucre élevé. Mais le pancréas est alerté par le taux de sucre élevé, toxin, si vous voulez, et il envoie de l'insuline pour neutraliser votre taux de sucre qui est élevé. Imaginons qu'à l'inverse, alors il va vous faire baisser votre taux qui était monté peut-être à 1,10, il va vous le faire baisser à 1, ou parfois il le fait baisser à 0,90. À 0,90, oh, vous avez une petite faim, vous avez une hypoglycémie, vous êtes énervé, l'enfant n'écoute pas à l'école, vous en avez ras-le-bol, vous êtes agressif, j'en sais rien. Bon, bref, vous allez reprendre, sauf que vous avez une autre hormone dans le pancréas qui s'appelle le glucagon, et celle-là, elle va vous faire remonter votre taux du sucre. Nous avons un organe qui s'appelle le pancréas, qui est fabuleux pour la régulation de notre taux de sucre dans le sang. Mais il faut bien comprendre, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que le sucre en excès se transformera en gras. Et pourquoi il se transforme en gras? Parce que le pancréas qui sécrète l'insuline est dépassé. Vous le faites trop bosser. À ce moment-là, il vous envoie de l'insuline, mais cette insuline, elle va permettre la transformation du sucre en gras. Insulino-résistance. Il faut bien faire comprendre ça. Parce que si les gens le comprennent bien, ils vont se dire, bon ben alors, ça veut dire quoi? Quel sucre dois-je garder dans tout ça? Les fruits frais de saison, pas la compote, pas la pomme au four. C'est-à-dire que ce soit le fruit le plus sucré, par exemple, c'est la banane, mais l'abricot, la pêche, le poire, ce que vous voulez. Ce matin, j'avais des ananas, des morceaux d'ananas fabuleux. Il y avait ce matin aussi, au petit déjeuner, du pamplemousse, du pomelo. Bon ben voilà, j'ai eu mes 2 fruits et une bonne quantité. Et ça, ce sont les 2 premiers de la journée, mais je vais aller à 6. C'est 6 fruits frais par jour. Ça, c'est du fruit-biose. Alors, mes collègues qui sont nutritionnistes vont dire « Ah, joyeux, il a dit fruit-biose, ça n'existe pas. » Écoutez, c'est à l'école, j'étais à l'école avec des enfants, je leur parlais de tout ça pour essayer de les stimuler, et je dis aux enfants « Comment ça s'appelle le sucre qui est dans les fruits, dans une pomme ?» Alors, ils me disent « Mais monsieur, on n'ajoute pas de sucre à une pomme. » Oui, tu as raison. Mais comment? Il y a du sucre, tu vois, dans la pomme, tu t'en rends pas compte, mais il y en a, c'est bon pour ta santé. Comment on l'appelle, le sucre? Et le gosse me répond, fruit-biose, fruit-biose. Et vous avez gardé ça. Voilà, magnifique. Alors que si vous dites fructose, ben vous avez du fructose, évidemment, mais on utilise le fructose pour l'ajouter dans les gâteaux, pour l'ajouter dans un tas de choses, pour vous rendre addict. Pour vous rendre addict. Et ça, on en a parlé dans une émission, l'addiction au sucre est une addiction qui est généralisée dans notre société. Donc le jeûne, pour revenir au jeûne, c'est une bonne idée. Mais si vous êtes dans un état de surpoids important, il faut être suivi médicalement, il faut avoir une prise de sang au départ, il faut que vous soyez suivi par un médecin nutritionniste ou par un nutritionniste ou par un naturopathe. Et là, je dirais que les naturopathes et les nutritionnistes ont plus de temps à vous consacrer que le médecin qui dit « Bon, écoutez, vous faites ça, et puis je vous revois la semaine prochaine. » Non, je vous revois dans un mois, et je vous donne déjà un traitement antidiabétique. Alors là, évidemment, c'est très intéressant tout ce que vous venez de dire, et évidemment, il faudra peut-être même revoir l'émission pour reprendre en note tout ce que vous avez dit. Et on rentre dans ce questionnement de savoir quelle est la bonne méthode. Quelle est la bonne utilisation du jeûne? Parce que là aussi, même dans ce secteur-là, il y a,
j'allais dire à boire et à manger. Ah, totalement. Alors, il y a de tout. Alors, certains se posent la question, est-ce que c'est un fait sociétal? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Non, alors la science s'est beaucoup portée là-dessus. Beaucoup de nutritionnistes, de professeurs de nutrition ont beaucoup travaillé la question. Mais le problème, c'est que vous allez retrouver sur Internet ou ailleurs toutes les modes de jeûne avec des horaires. Ah oui. Alors, vous allez manger 4 heures, pas plus. Tout le reste, vous ne mangez pas. Vous n'allez pas prendre de petit déjeuner. Oui. Donc, moi, je pense que c'est une erreur, qu'il faut prendre un petit déjeuner, même si vous n'avez pas faim, à moins que la veille au soir, vous ayez baffré, Mais excusez-moi vous savez que des l'expression. professeurs, des confrères à vous, préconisent de ne pas prendre des petits déjeuners et qu'il faut laisser passer et commencer à manger à partir de 11h midi. Je ne suis pas d'accord. Il faut prendre un petit déjeuner parce que vous en avez besoin pour passer une bonne matinée et que vous ne soyez pas en hypoglycémie et emmerdant pendant ce temps parce que vous n'avez pas eu la quantité de calories. Nécessaire. Alors je ne vous dis pas de vous gaver au petit déjeuner, mais si vous n'avez pas faim, prenez une pomme, prenez un fruit, prenez un petit café, prenez un chocolat. Moi, je vous l'ai dit, c'est du chocolat. Bon, mais prenez quelque chose. Il ne faut pas dire, moi, je n'ai pas faim au petit déjeuner, mais je le prends parce que j'en ai besoin pour la matinée, j'en ai besoin pour la journée. Bon, alors, il faut faire attention à tous ces horaires qui sont donnés parce que c'est pifométrique. Vous voyez, on va vous donner quelque chose. Bon, vous allez essayer ça, puis je vous revois. De toute façon, si vous réduisez votre alimentation, évidemment, que vous allez perdre du poids. Mais ce que je vais donner comme conseil, c'est jeûner de certains produits. Jeûner de saucisson. Exemple, une dame vient me voir avec son mari parce que le mari, il a la goutte. C'est une maladie, la goutte. Bon, ça veut dire qu'il a trop d'acide urique dans son sang. Donc je lui dis, monsieur, est-ce que vous êtes chasseur? Pourquoi? Ben parce que le chasseur, il tue du gibier et il mange son gibier. Vous êtes d'accord? Il me dit, oui, je suis chasseur, mais le gibier, je ne suis pas très fort là-dedans. Bon, première question. Deuxième question. Est-ce que dans votre famille, il y avait la goutte, papa, maman? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, le gars, il est assez fort. Et je lui dis, quand vous avez la goutte, ça fait mal où? Oh là là, gros orteil ou le genou? Ou alors le coude? Ça fait mal? Ouh là là! Alors on me donne un traitement, c'est efficace contre la goutte. Ah ben j'ai dit, mais alors attendez, je cherche pourquoi. Puis j'entends sa femme qui lui dit, hé, ton petit déjeuner. Bon, alors je lui dis, c'est quoi ça, madame? Alors, elle me dit, saucisson. Comment saucisson? Ah, vous prenez du petit saucisson au petit déjeuner. Elle me dit, mais monsieur, c'est pas un petit saucisson. C'est le saucisson. C'est le saucisson. Ah, oui. J'ai dit, mais monsieur, un saucisson comme ça, vous en prenez combien dans la semaine? Réponse 2. Je dis, monsieur, c'est très simple. Vous arrêtez le saucisson. C'est tout. Je vous revois dans 2 mois. Et on va voir, on va faire un taux, etc. 2 mois plus tard, pas de crise de goutte, le gars impeccable. Alors, vous êtes content, sa femme était contente, il ne se plaignait plus de ses douleurs du genou, du gros orteil ou du coude. Et vous savez qui me pose comme question? Docteur, je peux reprendre du saucisson? C'est magnifique. Alors, ça veut dire que là, il faut jeûner le saucisson. Je veux en venir là. Il y a des choses qu'il faut supprimer. Qu'il faut supprimer. Il ne s'agit pas de dire le saucisson, je n'en prendrai plus jamais. C'est pas ça. C'est la quantité que vous prenez. Alors, sur les histoires de jeûne, sur la quantité, sur la nutrition, en tout cas sur les aliments qu'il faut éviter de consommer, sur les horaires, ce principe d'horaire, ce principe des 8 heures, ce principe de jeûner 6 heures, le principe de... C'est bidon, ça? Non, c'est pas bidon, mais c'est excessif. Si vous êtes une personne qui a besoin d'avoir votre téléphone portable qui sonne à telle heure pour faire ceci ou pour faire cela, bon, je vous respecte, mais je trouve que vous vous enquiquinez beaucoup à bosser sur votre téléphone portable pour qu'il vous avertisse, attention, c'est le moment d'aller manger un morceau ou c'est le moment d'arrêter, etc. Bon, c'est un peu de l'autodictature, si vous voulez. Bon, si ça vous va bien, faites-le. Il ne s'agit pas de dire à la personne ne le faites pas pour telle ou telle raison. L'important, c'est de réduire la consommation. Voilà, c'est ça qui est important. Et réduire la consommation de quoi? De tout ce qui est sucré, mais aussi qui n'a pas le goût sucré. Ce qui a le goût sucré, les gens le savent, parce qu'ils le goûtent. Par contre, ce qui n'a pas le goût sucré, ils ne le savent pas. Ce sont tout ce qui va fermenter dans votre corps. Et ce qui va fermenter dans votre corps, ce seront les patates trop cuites. Donc, les céréales trop cuites. Quand on vous donne des céréales au petit déjeuner, regardez la quantité de sucre qu'il y a. Bien sûr, et vous ajoutez du lait là-dedans. Vous ajoutez ceci, vous ajoutez cela. C'est-à-dire, vous ajoutez du sucre à du sucre. L'objectif de la céréale,
c'est que vous en deveniez accro, que vous puissiez plus ne pas la consommer à votre petit déjeuner parce qu'elle va vous manquer. Voyez. Alors, moi, je ne vous dis pas de ne pas prendre de petit déjeuner. Je vous dis au moins croquer une pomme, peu importe la pomme, la poire ou autre chose. Mais au moins prenez un fruit parce qu'il va vous maintenir. J'ai créé ce qu'on a appelé la récré fruitée dans le sud de la France, dans plusieurs écoles. Et en particulier dans une ville qui était la ville de Narbonne. J'avais fait une présentation devant le conseil municipal de Narbonne. À l'époque, il y avait un maire qui était très ouvert sur la santé, parce que c'était un professionnel de santé. Et je lui dis, voilà, il faut offrir aux enfants à l'école publique et à l'école privée un fruit frais de saison à la récré. Bon. Et c'est important qu'ils puissent avoir un choix. Alors, quand c'est l'été et qu'il y a les vendanges, mettez-leur des raisins, bien évidemment, mais vous allez mettre des fruits de saison. Et vous allez leur apprendre un peu les saisons, et vous allez leur apprendre à goûter le fruit. Je passe dans une école, et je suis dans une classe avec des petits du primaire ou avec des plus âgés, et sur chacune de ces places d'enfants, il y a une pomme. Ils rentrent là-dedans, ils voient la pomme, ils la prennent, personne ne touche ça. Personne ne touche. Bah, ils sont là, qu'est-ce que c'est ce monsieur qui vient, qui ne connaissent pas? Il ne faut pas toucher la pomme. Bon. Et puis je leur dis, maintenant, vous allez prendre la pomme. Tous prennent la pomme. Vous la mettez dans la main. Vous la faites tourner. Vous la regardez. C'est une pomme ou c'est une banane? C'est une pomme, monsieur. D'accord. Vous allez fermer les yeux. OK? Vous allez la sentir. Vous allez la sentir. Alors, ils vous la mettent. Ça sent quoi? Ça sent la pomme. Surtout si on vous donne des pommes bio. Bon. Ensuite, ils l'ont vu. Donc, vous leur montrez qu'il y a les sens qui vont jouer. C'est tous les 5 sens. 1, ils ont vu. 2, ils ont touché. 3, maintenant, vous allez croquer. Et qu'est-ce que vous entendez? Vous entendrez le bruit, je croque la pomme. Quand vous croquez la banane, ce n'est pas le même prix, pas le même bruit. Bon, vous leur apprenez cela. Et puis vous leur dites, non, 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 vous avalez pas. Vous avez pris un morceau, pas 2. Vous allez le faire tourner dans la bouche. Joue droite, joue gauche, le haut, le bas, allons-y, on mastique. Et vous les voyez tous qui mastiquent, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la maison. Maman, le docteur, là, il est passé et il nous a dit qu'il n'y avait pas assez de fruits à la maison. Maman, tu mastiques pas. Papa, tu mastiques pas, etc. Ils informent les parents. Bon, tout ça, ça a pu être mis dans une école. Et la mairie a changé, est arrivé un autre maire qui a fait l'inverse du premier, donc l'un est pour. Et puis en plus, ce qui a été amusant, il y a eu un inspecteur d'académie qui n'était pas favorable parce qu'il a dit « Et si on donne un fruit pourri aux enfants, on va avoir un procès ». Non mais attendez, on est où là? Donc moi je suis très favorable aux fruits frais à la récréation. Et aux États-Unis par exemple, dans les universités, ça y est, vous avez le coca évidemment catastrophique et puis vous avez la pomme que vous pouvez prendre ou le fruit de saison. Distributeur directement. C'est excellent, le distributeur, absolument. bien sûr. Alors il y a eu des questions, il y a beaucoup de questions et Allons-y. on s'interroge énormément bien sûr sur ces questions de jeûne, de régime. Que pensez-vous du jeûne intermittent? Doit-il être progressif? Quel repas sauté un maximum à ne pas dépasser? Alors ce fameux, qu'est-ce qu'un jeûne intermittent? Ça veut dire qu'il y a des moments où vous allez jeûner et d'autres moments où vous allez manger. Bon, et là, c'est là qu'on va vous mettre des horaires. Alors, moi, je n'aime pas trop ces mots-là. Je pense que ce qu'il faut, c'est dire à la personne, attendez, elle a 23 ans. Bon, ce que je voudrais savoir, c'est sa taille et son poids. Bon. Et peut-être qu'elle est pas magnifique à 23 ans, elle a besoin de rien du tout. Elle n'a pas besoin d'un jeûne intermittent. Ou alors, elle est inquiète parce que justement, elle a des troubles liés à son alimentation. Doit-il être progressif? Non, à partir du moment où vous avez décidé de réduire, allez-y, vous pouvez démarrer tout de suite. Quel repas sauter? Je vais être méchant. Aucun. Aucun. Gardez un petit déjeuner soft, gardez un repas de midi, mais ne prenez pas un sandwich ou un Big Mac que vous allez ouvrir votre bouche pour essayer de l'adapter à la grosseur du Big Mac. Ouais. Tout ça, c'est pas bon. Prenez une bonne salade. Voilà, prenez une bonne salade, ayez un fruit à mastiquer. Donc je ne suis pas tellement pour aller sauter un repas, un maximum à ne pas dépasser. Vous voyez, on rentre là dans de la mathématique et dans du chiffre. On rentre dans des choses que vous allez vous imposer, du téléphone portable qui sonne, attention, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est inutile, Sabine. Soyez raisonnable et vous êtes capable de l'être. Alors, parce qu'il y a beaucoup de types de jeûnes. Oui. Et c'est vrai qu'entre un seul le repas jeûne par jour, intermittent, voilà, vous avez le jeûne total, vous avez le jeûne sec,
Vous Jeûne à la avez flotte. le jeûne où on favorise un seul aliment. Vous savez quoi? Je vais essayer ça. Ouais, Pendant 3 jours, ouais, rien du tout. que des pommes, que des pommes. Ah, que des pommes. Ras-le-bol des pommes. Au bout du 2e jour, Oui. vous avez des maux de tête. Oui. Voilà. Et ça tape sur l'humeur. Alors, quand je raconte ça, les gens me disent, mais c'est justement parce que ton corps a besoin d'être détoxifié Mm. que tu ressens justement ce Oui, c'est mal-être. bon que tu aies mal à la tête, quoi. Et donc, c'est une bonne chose. Et tu verras qu'au 3e jour, tout ça va s'atténuer. Oui. Pipo? Non, non, c'est excessif. Là, je dirais, il faut voir en fonction de vous-même. Vous mettez qu'à prendre des pommes. Bon, ok, mais buvez surtout. Donc, le jeûne hydrique est une bonne idée, c'est-à-dire boire vos 2 litres par jour sous forme de bouillon, sous forme de choses comme ça. Moi, j'ai fait des jeûnes sur 4, 5, 6 jours. Je prends quand même le petit déjeuner. Mon repas de midi, c'est une soupe. Mon repas du soir, c'est une soupe. Là, Et c'est un jeûne. ben oui, mais je jeûne de tout ce que je ne prends pas. Il ne faut pas considérer le jeûne comme j'arrête complètement ceci ou Et c'est cela. souvent l'image qu'on a. Mais Hein. bien sûr. Ouais. Vous avez aussi des jeûnes religieux, le ramadan. J'ai écrit une lettre justement on m'a proposé d'aller donner une conférence sur la nutrition pendant le ramadan. Bon, finalement, je n'ai pas pu y aller au Maroc, mais j'ai écrit une lettre sur le sujet. Le problème, c'est que pendant le ramadan, les gens, entre le lever du soleil et le coucher du soleil, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas manger. S'ils sont en bonne santé, et ils le font d'une manière rigoureuse. Bon. Ils arrivent en fin de journée, ils sont affamés. Mm. Affamés. Mm. Bon. Ça veut dire qu'ils boulottent, hein, comme on dit. Et là, quand vous regardez le résultat sur la période du ramadan, ils prennent du poids. Alors que logiquement, ils devraient en perdre, parce qu'ils sont souvent en surpoids. Vous voyez. Donc, ce qu'il y a, c'est que je pense que, bon, on n'est pas là pour juger de la chose au niveau religieux, mais déjà, je trouve que de ne pas boire, c'est une erreur. Surtout que quand vous êtes dans des pays où ça cogne comme ça, ne pas boire entre le lever du soleil et le coucher du soleil, bon, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui quand même boivent de temps en temps. Oui, même, hein. mais il n'y a même pas besoin de parler de ramadan ou de religieux ou de quoi que ce soit. Vous avez des gens qui décident de faire des jeûnes, le jeûne total, Oui, donc sans boire ni manger. oui. C'est Ah, dangereux. non, sans boire, c'est non. Ouais. Sans Oui, boire, oui, c'est mais, une erreur. mais ça existe. Oui, mais c'est une erreur. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons absolument besoin d'être hydratés. Donc ça, boire, même si c'est que de la flotte, n'importe quelle que soit cette eau, il arrivera au bout de 4 jours ou de 5 jours que vous ne serez pas bien. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Donc moi, je crois qu'il faut être raisonnable, il faut se méfier de tout ce qui traîne sur Internet avec des gens qui vous disent « moi j'ai fait ça et j'ai perdu 15 kilos en combien de temps tout ça, c'est du vent en tempête. Donc il faut faire très très attention, il faut être raisonnable, il faut prendre des choses que l'on aime et supprimer des choses qui ne nous sont pas vraiment nécessaires. Et même chose lorsque vous avez notamment des week-ends thématisés. Oui. Vous avez des week-ends de 3 jours, vous partez en retraite pendant 3 On jours, vous vous donne allez faire du une jeûne. amande ou une noisette, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ça vous coûte la peau des fesses, Voilà. au passage. C'est ça qui Bon, est, après, c'est vous ça êtes qui est avec des extraordinaire. amis, c'est ça là, peut être sympa. vous payez très cher Oui, pour ne rien manger. oui, oui. Bon. C'est ça. Euh, Mais vous promenez avec des amis. mais vous vous promenez avec Et des vous amis. êtes ouais. avec, vous êtes avec d'autres qui font la même chose et vous parlez de votre état. Et vous avez des gens qui ressortent de là en se disant c'était extraordinaire, ça m'a fait un bien fou, ça m'a requinqué, ça m'a redonné ça. Mais c'est vrai, C'est possible. Il faut qu'ils continuent à le faire. Maintenant, attention à leur portefeuille, d'une part, Oui, parce que là, ça, c'est autre chose. il se met à jeûner, le portefeuille lui-même. Et puis, est-ce que vous ne pouvez pas le faire vous-même chez vous? Alors non, vous avez besoin du cadre. Alors, on va en Ardèche, on va à n'importe quel endroit, et c'est bien. Mais est-ce que sur le corps, ça a un impact? Est-ce que ça a une utilité? Est-ce que c'est intelligent de le Bah, faire? Est-ce qu'il y a des risques? Non, il n'y a pas de risque dans la mesure où, attention, il n'y a pas d'excès. J'ai un de mes amis qui est médecin qui a voulu faire un jeûne de 40 jours. D'accord? Pas manger, que de la flotte, de la flotte, de la flotte. Il a failli y passer. Bon, il avait plus de 70 ans, il a eu des problèmes cardiaques à un moment, et moi-même je lui dis, mais tu déconnes complètement. Pas à cet âge-là. Et puis à quoi ça sert de faire un jeûne? Oui, mais je voulais voir qu'est-ce que ça me fait. Bon, d'accord, tu fais une expérience sur toi-même. D'accord? Ben, tu vois, tu prends des risques. Totalement abusifs. Par contre, quand vous allez faire un jeûne avec des amis, en Ardèche ou ailleurs, bon, c'est sympa, vous êtes en vacances, il y a le côté vacances.
psychologiquement, vous n'avez pas la pression du boulot, vous n'avez pas tous les emmerdements dans la vie quotidienne. Bon. Donc, il y a déjà ce côté positif. Alors ensuite, c'est vrai, vous avez un bouillon et vous avez une noisette ou une amande, c'est tout. Bon, mais comme vous êtes avec des amis, vous partagez, etc., ça passe. Ça passe. Et vous allez perdre 2 ou 3 kilos si vous faites une semaine. Bon, et vous rentrez, vous êtes content, en plus vous avez pris de soleil, c'est une très bonne chose. Bon, tout ça associé, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais ne considérez pas que de faire un jeûne pendant 4 jours dans l'année, c'est la clé pour votre santé. C'est attention à votre alimentation au jour le jour. Voilà. Ouais, c'est ça. Ce matin, au petit déjeuner, j'avais beaucoup de gens autour de moi. Et vous n'imaginez pas ce que les gens consomment. Ah, mais si. C'est inimaginable. J'ai vu ça aussi, oui. C'est inimaginable. Des crèmes et des fruits, très peu. Et alors, le truc dans les hôtels, c'est que comme c'est un buffet, il y a orgie, quoi. Ah, mais ils mangent pour donc la les mecs repartent avec des assiettes et des monticules comme ça. Des croissants de toutes les couleurs, de toutes les tailles et tout. Vous avez le jambon, vous avez le saucisson. Est-ce que c'est bien ça d'ailleurs, le jambon par exemple, le matin souvent on dit le côté salé est plus intelligent Protéine. que le... Oui, alors moi je dirais un morceau de fromage. Vous voyez? Un morceau de fromage. À pâte dure. À pâte dure, bien sûr. Des ratounes, il faut s'en servir. On a un râtelier, comme on dit. Donc, un morceau de fromage. Alors, certains vont prendre, ça c'est assez amusant, du hareng, du poisson, pourquoi pas. Pourquoi pas. Du saumon. Ouais. Du saumon, oui, pourquoi pas. Et il y a tout ça. Il y a tout ça, mais les gens se gavent. Et je pense qu'ils remangent à midi. Ils remangent à midi. Donc, à la limite, s'ils prenaient ce petit déjeuner monstrueux, on peut dire monstrueux, ils en ont pour la journée jusqu'à demain matin. Vous voyez? Non, mais c'est pas bon pour la santé. Mais vous savez, c'est pour ça que c'est intéressant, et on va prendre d'autres questions dans un instant, mais c'est intéressant de vous entendre parce que je vous assure qu'encore une fois, moi je reçois des tas de gens et des tas d'experts et des tas de coachs qui viennent s'installer sur le canapé et qui préconisent des tas de choses. Et qui vont vous parler de leur méthode. Et vous culpabiliser si vous ne faites pas bien. Hein. C'est possible aussi. Mais qui vous disent l'inverse de ce que vous dites là. Ouais, non. C'est-à-dire que l'histoire du petit déjeuner du matin, par exemple, il y a des gens qui disent « mais attendez de commencer vers 11h ». Et puis après, vous remangerez effectivement le soir. Limitez vos repas à 2 repas par jour et plus 3, etc. Et vous verrez, et qui viennent scientifiquement vous dire qu'il y a des effets sur le corps qui sont absolument remarquables. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes en surconsommation d'une alimentation, je dirais, du type McDo, que vous êtes à ce type d'alimentation, c'est certain que tout conseil qu'on vous donnera de réduction, quels que soient les horaires, ça sera bon. Ça sera bon. Ouais. Maintenant, le problème, c'est sur la durée. Nous sommes dans le développement durable. Et le développement durable, il faut que ce soit de la durée pour nous-mêmes. Vous savez, dans les régimes, par exemple, il y a des tas de noms dans les régimes. Les gens perdent une quantité formidable, et puis ils reprennent aussitôt. C'est toujours le problème. Ils reprennent aussitôt. C'est l'effet yo-yo. Et on oublie aussi l'activité physique. Et ça, c'est absolument essentiel. Et je vais ajouter un élément, une activité physique qui fait transpirer. Pourquoi? Parce que la transpiration vous permet d'éliminer les produits toxiques que nous respirons, que nous mangeons sans le vouloir de l'agriculture productiviste et que nous stockons dans notre tissu gras. Voilà. Question, Julia, 21 ans, qui est apte. Voilà. Et j'ai fait plusieurs régimes, chaque fois, évidemment. C'est le yo-yo. Bah oui, je reprends du poids. Bah oui. Toujours la même chose. Moi, je pense que là, déjà, il faut lui dire pas de régime. Foutez-vous dans la tête que le régime, c'est pas bon. Par contre, vous allez me dire quel est. Alors, je vais interroger, ça va prendre du temps. Donnez-moi votre petit déjeuner. Ne me donnez pas votre petit déjeuner pour me faire plaisir. En sachant qu'il y a tel ou tel, vous savez déjà que je ne suis pas d'accord avec ce ça. Dites-moi ce que vous prenez. Franchement. Voilà. Franchement. Bon, ensuite, vous allez me parler de votre repas de midi. Est-ce que c'est un sandwich? C'est quoi? Est-ce que vous y ajoutez un verre de vin, 2 verres de vin? Bon. Et puis, vous me parlez du repas du soir quand vous arrivez affamé à la maison, quoi. Et là, que vous commencez à grignoter avant même d'avoir commencé, en étant devant la télé, à regarder les nouvelles avec un verre de bière qui n'en finit plus. Vous comprenez? Et là, le gars, il va falloir fonctionner avec humour. Il va la faire du transfert. Alors, je vais vous aider à manger mieux et meilleur, cher ami. Manger mieux et meilleur. Mieux, ça résonne. Meilleur, ça résonne. Voilà. Ça, vous allez le réduire. Vous allez prendre à la place de ça, vous allez prendre ça. Et vous allez utiliser vos ratounes. Vous allez utiliser votre palais des saveurs. Vous allez utiliser votre olfactif, votre gustatif. Vous voyez? Bon, donc, on peut aider surtout à 21 ans. Parce que vous voyez aujourd'hui des gosses de 14 ans qui sont en état d'obésité.
quand vous allez sur la plage aujourd'hui, vous voyez des gosses qui ont déjà, des garçons, des petites glandes mammaires, et qui ont un tissu adipeux qui fait peur. Bon, ça ne va pas. Ça veut dire que les parents ne donnent pas à manger à l'enfant ce qu'il faut. Seulement, l'enfant vous dit, non, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Tu n'aimes pas, c'est ce que tu vas manger. C'est ce que tu vas manger. Je me souviens un jour, les parents, j'avais l'un de mes frères qui n'aimait pas la viande, eh ben, il est resté jusqu'à 4 heures l'après-midi, et il a eu sa viande, et il a fini. Assiette, alors, actuellement, ce qu'on fait, nous, ce qu'on a fait, on le mettait au frigidaire, ok, ça sera ton repas de ce soir. Et on lui ressort son assiette. Croyez-moi, il le termine. Hein. Mon mari a un cancer des lymphomes. Oui. Est-ce qu'on peut jeûner sous chimiothérapie Oui. et quels sont les bénéfices? Alors, d'abord, le lymphome, c'est un cancer du système immunitaire lymphatique, au niveau des ganglions, que ce soit le cou, le thorax ou l'abdomen. Donc, c'est un cancer et qui risque, si ça tourne mal, de se transformer en leucémie. Ce cancer est lié à des défenses immunitaires qui ne sont pas bonnes. Ces défenses immunitaires sont souvent liées à des excès ou à des mauvaises habitudes alimentaires. Première chose. Mais là, on est en face du cancer. Donc, il faut donner la chimiothérapie pour guérir cette personne. 61 ans. Bon. La chimiothérapie va avoir une efficacité, mais va vous donner des nausées. Va être difficile à supporter. Déjà, rien que le mot chimiothérapie, ça vous fait donne peur tout de suite. Parfois, ça fait peur et ça donne la nausée. Bah oui, bon. bien sûr. Et c'est là que le jeûne peut être utile, mais ça va être utiliser un réducteur, si vous voulez, ce que l'on appelle pour les jus de fruits et les jus de légumes, vous allez faire des jus de fruits et des jus de légumes selon vos goûts, avec un appareil qui est spécial, il y a des appareils à 40 ou 50 euros, voilà, qui vont vous être utiles, et vous ferez ça avant la chimiothérapie 2 jours, pendant la chimiothérapie, après la chimiothérapie. Pourquoi ? Parce que la chimiothérapie ou la chimio-immunothérapie a une action sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les cellules normales. Or, les cellules normales de votre intestin, elles vivent 4 jours. 4 jours. Ça veut dire qu'une cellule qui arrive à son 3e jour de vie, elle ne tiendra pas le 4e, puisque vous avez donné la chimiothérapie. Une cellule qui est à son 1er jour de vie n'arrivera pas au 2e jour de vie. Donc, vous allez avoir une abrasion, une sorte de tapis intestinal qui va être un peu cramé par la chimiothérapie. D'où la diarrhée, d'où mauvaise absorption, d'où fatigue. Par contre, vous ne serez pas fatigué si vous avez la quantité de liquide, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments que vous aurez grâce à l'extracteur de jus et légumes, je précise. Vous mélangez le fruit et le légume pour avoir quelque chose qui vous plaît au niveau du goût. Parce que même les papilles de votre goût, avec la chimiothérapie, de votre gustatif, peuvent être abrasées. Vous pouvez perdre le goût. Il y a des gens qui vous disent « je perds le goût avec la chimiothérapie ». Oui, c'est exact. Vous le retrouverez. Parce que nous les refaisons, les papilles de la langue, tous les 10 jours. Comme nous refaisons les globules blancs tous les 7 jours. Donc, ça veut dire que utiliser l'extracteur de jus quand on a un problème de cancer, quel qu'il soit, et qu'on doit subir, et c'est nécessaire, une chimiothérapie, je pense que c'est une bonne idée. C'est une façon de jeûner. Vous jeûnez de tout le reste. Vous ne prenez pas de steak, vous ne prenez pas de frites, vous ne prenez pas de poisson, vous ne prenez pas de quantité. Vous avez des jus de fruits et légumes qui vous apportent peu de fibres, donc vous n'irritez pas votre intestin, mais qui vous apportent la quantité de liquide, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments dont vous avez besoin pour que la chimiothérapie ait son efficacité. Quand on parle des jeûnes, professeur, est-ce que le jeûne peut engendrer un trouble du comportement alimentaire? C'est-à-dire là, vous tombez dans les gens qui vont être dans l'excès. C'est-à-dire, l'excès, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne veut pas garder 1 gramme de gras sur lui et qui est sans arrêt en train de s'observer. Bon. Donc, moi, je ne suis pas contre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va utiliser l'alimentation jeûne, soit il va utiliser le sport. L'excès de sport, vous voyez, pour ne pas avoir 1 gramme de trop, soit il va utiliser les deux. Bon, l'important, c'est qu'ils se disent, mangeons quand même, c'est un grand plaisir. Le petit déjeuner peut être un grand plaisir, le repas de midi comme le repas du soir. Donc se faire plaisir, ça ne veut pas dire se gaver. Mais pour se faire plaisir, il faut qu'il y ait la satiété. Or, la satiété, elle va dépendre des hormones, parce que nous avons des hormones de la satiété qui sont liées
au temps de la mastication, qui sont liés au fait que votre estomac reçoit ce qu'il lui faut. S'il reçoit des morceaux, votre estomac, bien, il faut savoir que l'estomac, c'est une poche et qu'à l'extrémité de l'estomac, il y a un sphincter. Ce sphincter, ce n'est pas vous qui décidez de l'ouvrir. Vous décidez d'ouvrir votre sphincter urinaire quand vous avez besoin d'aller uriner, ou votre sphincter, l'autre. Bon. Par contre, le sphincter de l'estomac, c'est l'estomac qui décide. Ce n'est pas vous qui décidez. Mais l'estomac, il décide d'ouvrir lorsque tout est bien préparé, tout a été bien fait par le liquide de l'estomac, qui est un liquide acide, qui a reçu des aliments normalement sous forme pâteuse, pas sous forme de morceaux, parce que s'il y a un morceau, il va falloir le couper en petits morceaux. Eh oui. Donc ça bute sur votre pylore, parce que le sphincter s'appelle pylore, et si ça bute sur votre pylore, le liquide qui est dans l'estomac se contracte, le pylore il dit non, j'ouvre pas, le liquide il remonte. Ça fait un reflux. Un reflux gastro-œsophagien. Or, le liquide de l'estomac, il est acide, pH 4. Le liquide qui arrive de là-haut, c'est-à-dire du palais des saveurs, qui descend dans l'ésophage avec la salive, pH 7-8, pas le même. Mais si vous brûlez votre œsophage avec du pH 4, parce que le liquide gastrique vous le brûle, vous risquez un jour ou l'autre de faire une tumeur, de faire un cancer. Donc il faut bien expliquer ça. Le reflux gastro-œsophagien, il est lié au fait que vous mangez mal, que vous n'utilisez pas votre palais des saveurs pour goûter les aliments. Et c'est ça aussi, c'est important. Le jeûne, moi je veux bien, mais goûter les aliments. Et surtout, mastiquez-les. Les dents que nous avons ne sont pas faites que pour la photo. Elles sont faites justement pour mastiquer, pour broyer. Il y a des incisives, des canines, des molaires, des prémolaires, voilà, tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'un enfant, par exemple, vous lui donnez un morceau de pomme, un petit enfant, qui a encore des dents de lait, et vous allez regarder le nombre de fois où il mastique. Vous allez le compter parce que vous le voyez faire. Il est à 30 fois avant d'avaler. Il a raison. Il a raison. Et nous, adultes, nous faisons 1, 2, 3, 4. Et quand vous êtes au restaurant, que vous voyez les gens à côté, une frite, 2 frites, 3 frites, les 3 frites qui sont, il y a déjà le morceau de viande qui part, c'est déjà parti, la prochaine. Pourquoi? Parce que le gars, il a faim. Il a faim. Pourquoi il a faim? Parce que justement, il n'a pas voulu prendre de petit déjeuner sous prétexte qu'on lui a dit qu'il fallait faire que 2 repas par jour ou qu'un seul repas par jour. Attention. Vous voyez, donc, le jeûne, c'est plutôt pour moi le jeûne de certains produits que nous prenons en excès. Voilà. Mais il vous arrive effectivement de mettre en place ces jeûnes sur plusieurs jours. Vous avez dit que vous aviez des 4-6 jours, comme ça. Pour tester, pour voir. En ne prenant que du liquide. Que du liquide. Sauf le petit déjeuner du matin. Petit déjeuner du matin, quand même, qui est sérieux, puisque je prends 2 œufs à la coque, je prends 2 fruits, je prends des tartines de sarrasin ou des crêpes de sarrasin avec de l'huile de l'huile d'olive dessus. Donc voilà, ça tient la route, quoi. Ouais. Et puis, arrive 13h, une bonne soupe, un grand bol de soupe. Je suis très soupier, moi, vous voyez. Et le soir, ça sera la même soupe ou une autre soupe, et avec ça, basta. Je ne mange pas ni de poisson, ni de viande, ni de ceci, cela. Et je rappelle que ce sont des soupes préparées par votre épouse, et ce ne sont pas des soupes en briques ou en sachet. C'est pas le sachet, la soupe de poisson, vous avez des photos de poisson dessus, non, il faut être sérieux, quoi. Voilà. Absolument. Alors, les puristes du jeûne, parce qu'il y en a quelques-uns... Ce sont parfois des talibans. Vont vous dire que ça n'est pas un jeûne. Non, mais qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? C'est une réduction de la consommation alimentaire. Vous faites une réduction. Et puis, comme il y a tellement de jeûnes, vous avez le droit de faire le vôtre. Voilà. Et de ne pas être dépendant d'un gourou qui va vous imposer un système compliqué, presque agressif pour vous-même et que vous allez suivre d'une manière extrêmement rigoureuse, presque religieusement, c'est abusif. Ouais, c'est ça. Et j'ai lu d'ailleurs, il y a cette phrase qui m'a interpellé en préparant l'émission. Certains parlent du jeûne comme un élixir de jeunesse pour rajeunir l'intérieur. Oui, bon, c'est une jolie phrase. C'est une jolie phrase? Une jolie phrase, ben, pourquoi pas. Bon. Ben, je rajeunis l'intérieur en faisant le type de jeûne que je fais et en ne mangeant du fromage qu'une fois par semaine ou par 15 jours. Ouais. Vous voyez? Bon, donc produits laitiers, j'en prends peu. Incontestablement, ça ne veut pas dire que je n'en prends pas, j'en prends, voilà. Mais je sais que si j'en prends trop, parce que c'est fort bon, ben, je risque de rentrer en addiction, donc je me méfie des addictions. Exactement, et j'invite tous ceux qui nous regardent à justement regarder l'émission
sur les addictions du professeur Henri Joyeux, qui, vous l'aurez compris, n'attend pas de recevoir un yaya à la fin du repas, ce qui serait synonyme de départ vers l'au-delà. C'est ce que vous dites. En tout cas, s'il est à la fraise, plaisantant. quand même, admettons que C'est vous vrai en ayez un à la fraise, je vais le consommer parce que j'adore ça. Alors, si nous sommes aux Jeux Olympiques, il faudra que je goûte quand même un yaourt des Jeux Olympiques, puisque normalement, je vais peut-être gagner une course cycliste dans mon village. Mais vous savez, je vais vous dire un truc. Quand votre épouse est là, Oui, vous faites vachement plus attention à ce que vous mangez. exact. Sérieusement, hein. Tout à fait. Quand on déjeune tous les deux, Oui, hier, vous avez déjeuné, vous avez mangé une salade César. oui, Vous avez demandé de l'huile d'olive. oui. Mais il y avait déjà l'assaisonnement de la salade Oui, César. oui. Si votre épouse avait été là, Oui. jamais vous n'auriez pris. Alors, vous avez remarqué une chose, que je n'ai pas pris de pain. Exact. Et alors, quand on est au restaurant avec mon épouse, évidemment, ils amènent la corbeille de pain. Mm. Et là, je me dispute avec elle parce qu'elle prend la corbeille de pain, elle la met sur le côté. Je dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux que tu laisses la corbeille de pain. Je suis capable de résister face à la corbeille de pain. C'est ça. Maintenant, quand je suis à Cucugnan, alors Là, c'est différent. Ah, là, c'est Là, différent. Cucugnan, ça, c'est extraordinaire, hein, vraiment. Allez, une dernière question, professeur, de Bruno. Il a 48 ans, Bruno, et il s'interroge, il est à New York. Dans quelle situation peut-on avoir besoin de jeûne? Alors, on va imaginer que Bruno, il mesure 1,80 m et qu'il pèse 100 kg. C'est les deux choses que vous demandez, mais Toujours. quel que soit le diagnostic que toujours. vous ayez à faire. Hein. J'ai toujours Le poids, besoin. la taille. Taille et poids. Voilà. Donc voilà, et admettons, il mesure 1,80 m et il pèse 100 kg. Là, je ne vais pas lui dire vous avez 20 kg de trop. Je vais dire il va falloir jeûner puisque vous posez la question. C'est que peut-être vous posez des questions sur le sujet. C'est une bonne idée, cher ami. Parlez-moi de votre petit déjeuner, parlez-moi de votre repas midi, parlez-moi de votre boulot, parlez-moi des stress que vous avez. Moi, je vais l'interroger. Je ne vais pas tout d'un coup lui donner une recette, faites celle-là, vous allez voir, ça va marcher. Donc j'ai besoin, et ça c'est le rôle du nutritionniste, moi j'ai pas le temps de faire tout ça, mais je vais être obligé de lui donner un certain nombre de conseils. Et puis je vais lui dire, la viande rouge, vous en mangez tous les combien? Voilà. La viande blanche, vous en mangez tous combien? Du poisson, vous en mangez tout. Le poisson, j'aime pas. Ah bon, vous n'aimez pas le poisson. Et les fruits de mer, ah non, j'aime pas. Bon, d'accord, alors. Voilà, il faut. J'aime pas, j'aime. Bon. Et moi, je suis un viandard, il va vous dire. Ah, un viandard, ça veut dire que tous les jours, il a sa viande rouge. Combien vous avez? Oh, ça, il me faut mes 100 grammes par jour. Ah, d'accord, vous risquez les cancers du côlon. Ah bon, c'est où le côlon? Ah je vais vous expliquer. Cancer du côlon, vous augmentez quand même de 30%. Ah mince, mais mon père, il a fait un cancer du côlon. Ah bon, votre père a fait un cancer du côlon? Vous en voulez un? Ah non, je ne veux pas, parce qu'il a eu une poche. Bon, donc vous rentrez tout de suite. Mais ça demande d'interroger avec un peu d'humour, un peu d'empathie, et de dire, voilà, oui, vous aurez des précautions à prendre, il va falloir picoler. On sent bien picoler, qu'en tout c'est cas, pas que du vin. on sent bien qu'une analyse ou un diagnostic ne se fait pas comme il faut véritablement la vraie discussion et la Bien complicité avec C'est pour ça que l'expert ou l'intelligence le artificielle, médecin. c'est pas ça qui va vous aider Oui, à résoudre vos problèmes de santé. Hein. Mm. Par contre, c'est vrai que ça peut faire des diagnostics absolument fabuleux, mais la relation médecin-malade, Oui, elle est essentielle. bien sûr. Évidemment. Or aujourd'hui, attention, hein, Mm. elle est assez grave. C'est la relation médecin-malade qui devient malade. C'est ça qui se passe. Et juste pour l'intelligence artificielle, vous savez qu'il y a le fameux chat GPT. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de poser une question médicale à chat GPT? Non, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient posé des questions. Non, j'ai pas essayé, mais qu'ils peuvent donner des réponses justes. C'est possible. Mais moi, je préfère la voix, je préfère la vision, si c'est en vidéo. Je préfère l'empathie, le chat GPT. Excusez-moi, mais... Des précautions à prendre? Oui, vous les avez voilà, ça évoquées, dépend hein. de votre taille et de votre poids. Vous Ouais, avez parfaitement compris. Ouais. Donc, quand on m'écrit, hier encore, une personne m'a écrit pour des problèmes d'acné importantes. Je n'ai pas vu sa réponse, mais je ne sais pas sa taille. Je sais son âge, mais je ne sais pas sa taille, je ne sais pas son poids. Voilà. Elle a de l'acné, donc elle a une peau grasse, voilà, et elle en a marre de tous les traitements antibiotiques qu'on lui donne qui ne marchent pas. Et elle cherche. Alors elle dit je mange bio. C'est bien, je mange bio, mais qu'est-ce qu'elle mange dans le bio? Il y a beaucoup de choses dans le bio. Voilà. Et là, peut-être il y a intérêt à l'aider à jeûner pour résoudre ses problèmes de peau. Mais vous savez, depuis qu'on fait les émissions ensemble, en fait, il y a une chose qui résume toutes vos années de professeur, de médecin, c'est le fait d'être raisonnable en tout. Et puis du bon sens. Et du bon sens. Et le bon sens, aujourd'hui, il existe encore. Hein. Il existe encore.
La modération, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que les gens, ils vont à fond dans un système, alors pendant tant de temps, puis tout d'un coup, ils jettent tout. C'est un peu comme l'amitié. Vous pouvez avoir des amis, puis tout d'un coup, vous avez un ami qui vous trahit, alors que vous aviez pensé qu'il serait là auprès de vous, et puis vous êtes en difficulté, et puis il n'existe plus, cet ami. Bon, c'est un peu ça. On va dans des extrêmes. Et c'est une société qui est fatigante. C'est une société qui est stressante. Et quand on est stressé, on a tendance à se caresser l'estomac. Voilà. Alors, soit on se caresse la peau, soit on se caresse le sexe, soit on se caresse l'estomac. Vous savez, vous avez 3 réflexes. Ça, c'est intéressant. J'ai beaucoup réfléchi ça avec des philosophes. Vous avez 3 réflexes de vie face à l'angoisse. Qu'est-ce que c'est le maximum d'angoisse dans la vie? Vous êtes sur l'autoroute et vous avez un gars qui arrive à contresens. Vous le voyez au dernier moment après un tournant. Il s'est trompé, il est âgé, il arrive vers vous, il va vous culbuter, vous êtes en famille, et il s'arrête à 1 millimètre de votre voiture. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une frayeur épouvantable, une angoisse, la mort, vous, votre femme, vos enfants. Bon. Quel va être votre réflexe? Bon, vous allez engueuler le type et le réveiller, mais vous allez aller rapidement à l'arrêt sur l'autoroute pour prendre un bon gâteau, pour prendre une bonne bière, un bon verre de vin. Vous allez vous faire un peu plaisir. D'accord? Vous avez failli mourir, vous allez avoir un réflexe face à la peur alimentaire. Premier bon, alimentation. Deuxième réflexe face à la peur, aux angoisses, vous avez besoin d'amour. Nous ne pouvons pas être des êtres qui vivons simplement sur une île déserte. Soit vous avez votre chat, votre chien, ou bien vous avez des humains que vous aimez, qui vous aiment, etc. Nous avons besoin d'alimentation pour vivre. Nous avons besoin d'amour. Et face au stress, nous avons besoin d'amour. Et dans l'amour, il peut y avoir la dérive de la sexualité. C'est-à-dire l'addiction, nous en avons parlé. Et puis la troisième, c'est l'argent. Parce que vous avez besoin d'argent pour acheter votre pain. Vous avez besoin d'argent pour vivre tous les jours. Or, aujourd'hui, vous avez des publicités qui sont des publicités sur l'alimentation. Quand vous êtes dans le métro et que vous voyez une pizza qui fume, il ne manque plus que l'odeur. Et il est midi. Vous avez des bijoux pour acheter des conneries qui ne servent à rien, où on vous fait payer 4 fois le prix. Mais vous allez offrir des choses parce que vous voulez qu'on vous aime. Et donc, vous allez dépenser de l'argent pour manger, mais aussi dépenser de l'argent inutile. Il vous faut 3 téléphones portables, il vous faut un écran 4 fois plus grand, etc. Bon, donc on est dans un système où face à une société où il y a beaucoup d'angoisse, il y a 3 réflexes du A, alimentation, argent, et beaucoup de personnes sont en déficit d'argent. Et vous avez des structures qui sont là pour vous exploiter, ils vous prêtent l'argent à 15%, à 16%, vous me suivez? Et puis troisièmement, c'est l'amour. Ce sont 3 éléments fondamentaux de notre vie. On a besoin d'amour, on a besoin d'argent et on a besoin de s'alimenter. Et là-dessus, il y a des excès. Et ces excès sont utilisés par un gars qui a vu ça très très tôt, qui était le neveu de Freud. C'était Bernays, qui était le neveu de Freud, qui avait vu comment stimuler les publicités pour vendre ceci ou pour vendre cela. Et je suis à fond pour la publicité, mais il faut que la publicité ait une éthique et que ça soit en rapport avec le bonheur des gens, et le bonheur et la santé, c'est votre chaîne, bien-être et santé. Merci professeur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Vos commentaires, les mails que vous pouvez adresser bien entendu au professeur Henri Joyeux et regardez l'ensemble des autres émissions qui sont proposées sur ABC. Prenez soin de vous. Salut.